Merci de votre fidélité. Vous avez raison de nous la renouveler à la une de cette nouvelle édition sur Congo 26 Télévision. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, les Congolais se souviennent de l'ancien président Laurent Désiré Kabila assassiné en sa résidence officielle du Palais de Marbre par les collaborateurs des impérialistes. Un long parcours stoppé net, mais un combat devenu un héritage. Ce jeudi, des hommages ont été rendus à ce héros national dans la ville de Kinshasa. Contentieux électoral lié au résultat des élections législatives nationales à Massi-Manimba et Yakoma, la Cour constitutionnelle a débuté à examiner les différents. Mercredi, ces arrêts sont attendus le lundi 25 janvier. Et puis, intégration continentale africaine, le projet pont, route, rail, Kinshasa-Brazzaville, la RDC et la République du Congo mobiliseront 700 millions de dollars pour sa réalisation. C'est la grande annonce de la réunion entre les deux pays présidée par la première ministre Judith Suminwa. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Il est venu des montagnes de Fizi, Baraka, au sud Kivu. Lui, c'est Laurent Désiré Kabila, lumumbiste de souche. Il est présenté comme le dernier révolutionnaire anti-Mobutu, porteur de la flamme du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Laurent Désiré Kabila mourra assassiné dans sa résidence du Palais des Marbres le 16 janvier 2001, après 4 ans de pouvoir. Et Ebenezer Bouanga revient sur son parcours. 16 janvier 2001, décède Laurent Désiré. Troisième président du Congo indépendant devenu Zaïre puis rebaptisé République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, voit le jour le 27 novembre 1939 à Jadotville, dans le Katanga, sous l'administration coloniale belge. Encore jeune, il s'engage au sein de la jeunesse lumumbiste katangaise. À la disparition crapuleuse du leader du mouvement national congolais, MNC, Patrice Emery Lumumba, le jeune Kabila se forme à la révolution dans le pays du bloc de l'Est. Il est alors à cheval entre le montagne des Fizi et l'Europe de l'Est pour échapper au radar de Mobutu durant plus de 3 décennies. C'est en 1995 que Kabila Laurent Désiré reprend les armes contre Mobutu, au pouvoir d'État depuis plus de 32 ans, sans partage. Kabila est connu pour ses incursions sans succès. Le chef des Kadogo, du nom de ses soldats pour la majeure partie de jeunes, marche sur Kinshasa le 17 mai 1997, s'installe au pouvoir avant d'être assassiné le 16 janvier 2001 dans les circonstances jusque-là floues. Tel son mentor, Laurent Désiré Kabila a légué aux Congolais deux héritages, ne jamais trahir les Congos et l'essence de l'autoprise en charge. Ce jeudi 16 janvier 2025, les Congolais se souviennent de leur ancien président, Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 24 ans à Kinshasa. Une messe a été dite en sa mémoire en la cathédrale protestante du centenaire de Lingwala en présence des membres de sa famille, ses compagnons de lutte et des membres du Front commun pour le Congo. Les hommages se sont poursuivis au mausolée où repose son corps, rappelant que son combat reste une boussole et un appel à l'unité nationale. Le processus de règlement du contentieux électoral pour les élections législatives nationales, particulièrement dans les circonscriptions de Yakoma et Massi-Manimba, est amorcé par la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Les arrêts étant attendus seront rendus le lundi 20 janvier après une audience que Dieudonné Kamoleta a présidée le 15 janvier où aucune des causes examinées n'a reçu un avis favorable du ministère public. Siégeant en matière de contentieux à des résultats aux élections législatives nationales déroulées dans des circonscriptions de Yakoma et Massi-Manimba, la Cour constitutionnelle a appelé en son audience du mercredi 15 janvier courant plusieurs causes dont les arrêts seront rendus le lundi 20 janvier prochain. Sur les 8 causes appelées ces jours, dont celle attaquant l'élection de Tryphon Mulumba dans la circonscription de Massi-Manimba, aucune n'a reçu un avis favorable du ministère public. La Cour constitutionnelle, en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, déclare son audience de ce jour ouverte. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de droit. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire l'action recevable, déclarer l'action non fondée. C'est soit pour absence ou insuffisance de preuves, soit pour défaut de qualité du requérant. Il s'est de rappeler que les élections de ces deux circonscriptions, qui devaient avoir lieu le 20 décembre 2023, comme dans tout le pays, ont été annulées par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour plusieurs irrégularités reportées en date du 15 décembre 2024.
à l'issue desquels Mbui Kayani Mbui Guido et Koibe Koyabakele Maximilien ont été élus pour Yakoma, Honor Ubongi et Didier Mazinga, Jean Kamisendo Trifon Kinkie, Donald Sindani et Paul Delacroix Louassangou pour Massimanimba. Yakoma, RCE 1524, AESPA contre APA-MLC. Recevable mais non fondé. RCE 1525 UDPS contre APA-MLC. Recevable mais non fondé. RCE 1526 recevable mais non fondé. RCE 1527 recevable mais non fondé. RCE 1528 MLC contre code recevable mais non fondé. Lors de la réunion sur le projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, présidée par la première ministre Judith Suminwa, le ministre des ITP Alexis Guissaro a annoncé que les deux États mobiliseront 700 millions de dollars pour sa réalisation. Suivez M. Guissaro dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc, nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonise les quelques points de différence, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster, comme vous le savez, l'objectif recherché, c'est booster les échanges d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce fleuve qui est une frontière naturelle entre les deux pays, mais nous sommes des peuples frères. On parle la même langue des deux côtés de la frontière. Donc, il s'agit là de booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée et ainsi à booster les échanges économiques pour le plus grand bien de nos populations. Aujourd'hui, les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné prise en compte. Donc, à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars américains. Lors du Conseil des ministres extraordinaire du 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, le gouvernement a annoncé un accord avec le FMI. Ce partenariat, soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité, porte sur un programme économique et financier ainsi qu'un plan axé sur la lutte contre le changement climatique. Saluons l'attente de cet objectif. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première ministre Judith Suminwa ont encouragé le gouvernement et la Banque centrale du Congo à redoubler d'efforts pour appliquer les réformes prévues dans le cadre de ce nouveau programme. Ce nouvel accord de 3 milliards de dollars prévoit un premier décaissement de 247 millions de dollars pour soutenir la balance du paiement à répartir en plusieurs tranches. Le reste de l'enveloppe dépendra du progrès de la mise en œuvre des réformes économiques convenues. Le programme économique et financier, soutenu par la FEC, vise à valoriser la croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création de l'emploi, améliorer les conditions de vie, renforcer la gouvernance et la transparence, et réduire la pauvreté grâce à des investissements accrus dans les infrastructures et le secteur socio-prioritaire. Concernant le programme soutenu par la FDRD, celui a pour objectif d'aider la RDC à concrétiser sa vision stratégique et tant que pays des solutions dans la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone, tout en renforçant sa résilience
face au choc climatique. Rappelons que ce nouvel accord intervient après l'achèvement de la 6e et dernière revue du programme économique triennal soutenu par la FEC, conclu en 2021 entre la RDC et la FMI lors de la 10e réunion du Conseil des ministres le 23 août 2024. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait donné des instructions pour engager formellement les pays dans un nouveau programme avec la FMI. Les FARDC renforcent leur position face au M23 et l'armée rwandaise, repoussant leurs attaques et empêchant leur progression. Plusieurs localités occupées par les terroristes sont désormais sous contrôle de l'armée. Lors du Conseil des ministres, le gouvernement, sous la présidence du chef de l'État, s'est félicité de ces avancées, les qualifiant de pas décisifs vers la paix. Le compte rendu. Le vice-premier ministre de la Défense a complété le vice-premier ministre de l'Intérieur en revenant spécifiquement sur la situation opérationnelle sur toutes les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est encore revenu sur la vaillance et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui opposent des répliques énergiques et qui se sont soldées par la récupération de plusieurs localités d'importance stratégique et des pertes en vies humaines dans les rangs des militaires de l'armée rwandaise. Et leur contre-offensive se poursuit sans désemparer. Dans les Nord Kivu, il a aussi informé que plusieurs terroristes du M23 RDF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Ndeluma en territoire de Libéraux. Entre les 7 et les 12 janvier, nos vaillants militaires ont réussi à reconquérir après d'âpres combats des localités, notamment la cité frontalière Ishacha, Irambi, Kirumba, Kaina et la cité de Lourdes. En territoire de Massissi et Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur action avec détermination pour empêcher l'ennemi, malgré ses renforts en armes et en matériel venus du Rwanda, d'atteindre son objectif d'expansion. En territoire de Nyiragongo, les FARDC soutenus par les VDP font face à la coalition ennemie aux alentours du parc national de Virunga. Au sud Kivu, nos vaillants militaires ont reconquis le 12 janvier dernier plusieurs localités et cités occupées par les agresseurs, notamment Lumbishi, Rosintaka, Kamatale et Kabini. Les actions décisives se poursuivent contre les autres groupes armés Greta Bara, Turaneo, supplétifs des agresseurs dans la région. En Ituri, les dispositifs opérationnels restent en alerte et la traque contre le milicien Codeco et ADF-MTM se poursuit. Dans la partie ouest, les actions militaires se poursuivent dans le cadre de l'opération Gemba pour mettre fin à l'activisme des Mobondo dans les triangles Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu. Au demeurant, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées sur toutes les lignes de front à restaurer la sécurité, à récupérer les zones perdues et à rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La journée du mercredi 15 janvier 2025 a marqué la première phase du désarmement dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Plus de 600 miliciens d'autodéfense avec plus de 80 armes ont été remis à Mambanga, au point kilométrique 50 nord de la ville de Bunia. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Balinda, notre correspondant en Ituri. Ils ont répondu présent à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à déposer les armes pour faire la paix. C'est dans cette logique que plus de 600 miliciens d'autodéfense des 5 communautés victimes de l'Ituri en territoire d'Ndjougou se sont présentés avec plus de 80 armes en feu devant les responsables AI de PDDRCS en Ituri, ainsi que les commandants de la 2e région militaire et toutes les notabilités du territoire d'Ndjougou. Prenant la parole, le porte-parole de ces groupes armés, M. Jean-Marie Ngadjolé, salue la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la pacification totale de la partie est de la République démocratique du Congo, mettant en déroute les groupes armés M23 et ses alliés. Des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri, rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui sont AFC Barrel V3 et ADF Nali, afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Le coordonnateur AI de PDDRCS, Flori Kitoko, se réjouit de cette avancée significative qui est une preuve des retours de la paix en Ituri en général et à territoire d'Ndjougou en particulier. Particulièrement Baraka.
avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Notons que les groupes armés d'autodéfense des 5 communautés victimes du territoire d'Endjougou avaient pris les armes pour défendre l'intégrité de leurs entités respectives en fait de mettre fin à l'hégémonie, aux tueries de la population par la milice Codeco dans le territoire d'Endjougou depuis 2017. Face aux limites de l'état de siège jugé insatisfaisant pour une partie de la population, certains réclament sa levée, estimant qu'il n'a plus d'impact. Le gouvernement dispose de 15 jours pour soumettre au chef de l'État une feuille de route afin de décider d'un éventuel allègement ou maintien de la mesure. Suivez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. À la suite de la mission interinstitutionnelle d'évaluation conduite par la Première ministre du 22 au 24 novembre 2024 dans les provinces précitées, il lui a été rapporté, d'une part, que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité du fait de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la recrudescence des velléités expansionnistes de Rwanda et ses supplétifs terroristes, et d'autre part, le besoin d'alléger davantage les dispositifs de l'état de siège s'est fait sentir au sein des populations concernées. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. En sport, précisément le football loisir, les laïcs de la paroisse Notre-Dame de Fatima ont organisé un match contre les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie ce jeudi 16 janvier 2025 au terrain de l'université William Booth à Kinshasa. Un match de fraternité et de solidarité entre les prêtres et l'église Fatima, sanctionné par le score de 5-1 en faveur des prêtres du CICM. C'est dans une ambiance électrique que la sélection de prêtres et celle de laïcs de la paroisse Notre-Dame de Fatima se sont opposés dans un super match de football. Ces premiers grands événements en début d'année avaient pour objectif de créer l'unité, la fraternité et la solidarité entre les membres du corps du Christ de cette église. Ce match avait pour objectif d'abord de pouvoir renforcer la cohésion, la fraternité entre d'un côté les laïcs de la paroisse Notre-Dame de Fatima et de l'autre les prêtres de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Et ici, je vois tout le monde parler du score, 5-1. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Fatima, nous avons perdu le match sur un score de 1 but contre 5 pour les prêtres. Et ce qui importait, ce n'est pas le score. Contrairement au football professionnel où l'objectif est d'accumuler plus de succès, d'argent, des titres. Ici, le problème où l'objectif n'était pas le titre, l'objectif ce n'était pas la victoire, l'objectif c'était de pouvoir renforcer la fraternité et la cohésion et de pouvoir créer des liens d'amitié entre nos pères et nous-mêmes les paroissiens. L'un des buteurs, Père Yannick Ienda, vicaire de la paroisse, a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette magnifique rencontre de football de l'unité. Donc ce match inaugure en quelque sorte les activités de célébration de ces 30 ans d'existence de notre paroisse, de notre maison de formation, le Pronopicia Père Congolo. Donc c'est 50 ans aujourd'hui depuis que ça a été fondé. Et cette fête sera clôturée le 2 août avec une messe solennelle dans notre maison de formation qui se trouve au plateau de professeur à l'Unikin. Et dans ces cadres-là, nous avons bien voulu fraterniser avec les amis de Fatima pour jouer ces matchs. Pour montrer l'importance de conjuguer la foi et la pratique sportive dans un esprit fraternel, le curé de Notre-Dame de Fatima n'a pas hésité de manifester sa joie en invitant le corps du Christ à l'unité et la solidarité. Non, le message c'est que la famille c'est comme ça, la famille a besoin de ces moments où on vient ensemble pour se parler, pour se fraterniser
Donc je crois que le plus important dans ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ça, savoir se mettre ensemble comme famille pour renforcer ces liens de fraternité qui nous unissent. Donc si on peut le faire régulièrement, de temps en temps, je crois que ça vaut la peine. Cet événement s'est soldé par un rafraîchissement dans l'enceinte du lieu de culte en signe de fraternité et d'amour entre le prêtre et les laïcs. Le tirage au sort de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations 2025 a eu lieu mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi au Kenya. La RDC, double championne 2009-2016, partage le groupe A avec le Maroc, également double vainqueur 2018-2021 et l'un des pays hôtes, le Kenya. Double vainqueur de cette compétition en 2009 et 2016, la République démocratique du Congo aura un morceau difficile à avaler, d'autant plus que ces groupes est loin le plus relevé de 3 autres prévus pour cette 8e édition du CHAN, dont le coup d'envoi a été repoussé pour le mois d'août prochain. Dans ces poules, des graissements des dents sont prévisibles à l'issue du premier tour au regard de sa composition après ses tirages au sort. Fort des 2 doubles de la RDC et du Maroc, 4 des 7 titres sont logés dans ces groupes A. Outre ces faits, l'Angola, finaliste de l'édition 2011 au Soudan, et la Zambie, médaillée de bronze. La RDC, avec ses 2 coupes, sera à sa 7e participation. La Zambie à sa 5e participation, pareil pour l'Angola, et le Maroc avec ses 2 trophées remportés. Au regard de ces chiffres, toutes ces sélections voudront obtenir de bons résultats sur terrain, d'où l'obligation pour le joueur d'Otis Ngoma est de prendre chaque match de ces tournois au sérieux. Dans le groupe B, Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République centrafricaine. Dans le groupe C, on voit l'Ouganda, le Niger, la Guinée, et puis dans le groupe D, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Nigeria. Fin de cette livraison, revoici les principaux titres. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, les Congolais se souviennent de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné en sa résidence officielle du Palais des Marbres par les collaborateurs des impérialistes. Un long parcours stoppé net, mais un combat devenu un héritage. Ce jeudi, des hommages ont été rendus à cet héros national dans la ville de Kinshasa. Contentieux électoral lié aux résultats des élections législatives nationales à Massimanimba et Yakoma. La Cour constitutionnelle a débuté à examiner les différentes mercredi. Ces arrêts sont attendus le lundi 25 janvier. Et puis, intégration continentale africaine, le projet PAN, route, rail, Kinshasa-Brazzaville. La RDC et la République du Congo mobiliseront 700 millions de dollars pour sa réalisation. C'est la grande annonce de la réunion entre les 2 pays présidée par la première ministre Judith Suminwa. À toutes et à tous, excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision.